Je suis Jean-Yves Basselièvre, je suis historien de formation, spécialiste notamment du XVIIIe siècle, et j'occupe les fonctions d'administrateur au Musée national de la Marine, au château de Brest. Au XVIIIe siècle, et plus particulièrement à partir des années 1750, on observe un nouvel essor en matière de voyages de découverte autour du monde, et en particulier dans l'océan Pacifique. Et on constate en fait une accélération du phénomène par rapport aux périodes précédentes où de grandes découvertes ont été réalisées en Afrique, dans l'océan Indien et en Amérique, période qui était le Moyen Âge et la Renaissance principalement. Et dans ces années, donc 1750 et suivantes, l'Europe s'impose en fait comme, à l'échelle planétaire, comme étant l'acteur majeur de ces découvertes, notamment parce qu'elle dispose à l'époque d'une réelle avance technique et scientifique qui lui permet de se lancer à la découverte de territoires qui sont encore inconnus ou méconnus. Et puis, il y a aussi un contexte européen à cette époque qui fait que les nations européennes sont en recherche de nouvelles ressources, de nouveaux débouchés, avec un objectif qui est le développement économique, et un moyen qui est notamment l'appropriation et la colonisation de nouveaux territoires qui peuvent apporter des ressources qui permettent un enrichissement économique d'acteurs européens, ou d'exploiter les ressources entre différentes colonies euh, réparties dans différentes régions du monde. Et à cette époque, on constate aussi un intérêt accru des gouvernements pour les voyages de découverte, notamment parce que ces voyages nécessitent des moyens importants, financiers et techniques, qui ne sont plus à la portée d'acteurs privés, de négociants, qui ont pu être plus actifs à des périodes plus anciennes en matière de découverte. C'est notamment le fait que les marines de guerre vont jouer un rôle de plus en plus important dans ces expéditions, en fournissant des navires, bien sûr, mais en fournissant également des hommes, des marins expérimentés, et aussi et surtout des officiers qui ont un haut niveau de formation, une formation scientifique, qui pour certains sont d'authentiques savants ayant des compétences reconnues en matière d'astronomie, de mathématiques. Et en France, notamment, ces officiers sont formés dans le cadre de ce qu'on appelle l'Académie royale de marine, qui a été créée à Brest en 1752, et qui est une institution qui a réuni une bibliothèque exceptionnelle, qui fait fabriquer des instruments de navigation, des prototypes, qui met toutes ses connaissances à disposition des marins qui préparent des voyages d'exploration. Et en fait, on est à une époque où on a affaire véritablement à des marins savants, dans le cadre de ce qu'on appelle la marine des Lumières, donc la marine de cette fin du XVIIIe siècle. Et puis, la dernière conséquence de l'intérêt des gouvernements pour ces voyages d'exploration, c'est le fait qu'ils rédigent en général des instructions officielles pour ces voyages qui sont extrêmement détaillées et qui définissent un parcours et des objectifs pour chacune de ces missions. Depuis le XVIIe siècle, les académies et les sociétés savantes se sont multipliées et sont aussi à l'origine de la préparation de ces voyages, de questionnements sur la connaissance du globe, sur la connaissance des sciences au sens large, la botanique, la faune, la flore, l'astronomie. Et on peut citer deux de ces institutions en particulier. La Royal Society of London, qui est créée en 1660 pour la promotion des sciences, qui va jouer un rôle important dans les voyages de découverte et d'exploration britanniques. Et puis, bien sûr, en France, l'Académie des sciences, qui est créée en 1766 et qui a pour objectif également le progrès des sciences d'une manière générale. Le contexte stratégique de ces voyages de découverte dans la seconde moitié du XVIIIe siècle voit apparaître une rivalité franco-britannique, qui est une rivalité feutrée,
une sorte de course à l'exploration et à la découverte. Ce sont effectivement les principaux acteurs que l'on voit sur les mers du globe, et notamment dans l'océan Pacifique à cette époque. Et malgré cette rivalité, la science prime, c'est-à-dire que à l'occasion de conflits qui peuvent exister entre ces deux nations, je pense notamment à la guerre d'indépendance américaine, on s'accorde réciproquement pardon, des passeports et des laissez-passer qui font que, en période de conflit, les voyages d'exploration, les marins, les officiers qui sont en mission d'exploration bénéficient d'une neutralité, d'une entraide, voire d'une solidarité par la flotte ennemie ou la nation ennemie. Et on peut citer notamment l'exemple de James Cook, qui entreprend son 3e voyage lors de la guerre d'indépendance américaine, c'est-à-dire à un moment où les Français apportent un soutien aux insurgés américains. Eh bien, James Cook bénéficiait d'un laissez-passer, et la flotte française a pour mission de ne pas l'attaquer, évidemment, mais également mais même de faciliter éventuellement son travail de recherche scientifique. Donc c'est une espèce d'international en fait, scientifique qui se met en place, et on assiste au même phénomène sous la période de l'Empire et des guerres de l'Empire, à un moment donné où des explorateurs comme Nicolas Baudin ou Matthew Flinders, qu'on évoquera, vont finalement se rencontrer et collaborer alors que leurs deux nations sont en guerre. Et on peut aussi relever que malgré cette rivalité, on se trouve à une période où le secret en matière de voyage d'exploration disparaît. C'est-à-dire que dans des périodes plus anciennes, on se gardait bien de révéler la découverte de nouveaux territoires, de diffuser une cartographie trop précise de territoires qu'on avait pu explorer. Tout ceci disparaît dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Et au contraire, un enjeu important de ces voyageurs et de ces nations, c'est de publier les résultats de ces voyages de découverte sous forme de journaux, de voyages, de travaux cartographiques et également de travaux scientifiques. Les voyages de découverte au XVIIIe siècle s'inscrivent aussi dans un contexte technique particulier qui explique aussi que ces voyages se multiplient, soient plus ambitieux et soient couronnés par le succès. Il faut bien avoir à l'esprit que à ces époques, au XVIIIe siècle, il n'existe pas de navire conçu pour l'exploration, pour la découverte. Donc, les marins qui se lancent dans ces tentatives et ces voyages expérimentent en utilisant différents types de navires. On va utiliser des navires de guerre, des vaisseaux, des frégates, des corvettes. On va utiliser également ce qu'on appelle des navires de charge, c'est-à-dire des navires qui sont destinés à transporter des biens, des matériaux, tels que des gabarres, des flûtes ou des navires de transport du charbon. On va aussi, pour certains, partir en exploration avec un seul navire, mais on s'aperçoit, et notamment James Cook en fera l'expérience, que c'est risqué, puisque si on perd son navire, on n'a pas de moyen de secours. Donc on va de plus en plus partir à 2, voire plus de navires. Et puis on va adapter ces navires aux besoins, aux spécificités d'un voyage de découverte. Il faut que ces navires, en effet, soient résistants dans leur structure. Il faut que leur coque également tienne la durée d'un voyage qui peut être de plusieurs années. Donc on va, dans un premier temps, recouvrir la coque des navires par ce qu'on appelle le mailletage, c'est-à-dire une espèce de double coque en bois que l'on met en place par l'extérieur pour augmenter l'épaisseur de la coque. Et puis au XVIIIe siècle, on va également recouvrir ces coques de cuivre qui permet d'éviter les vers marins qui viennent ronger le bois des navires. Il faut que ces navires aient un faible tirant d'eau, c'est-à-dire qu'ils puissent naviguer dans des régions où les mers sont peu profondes, notamment quand il faut rentrer à l'intérieur d'atolls ou de lagons pour faire relâche ou explorer. Et puis, il faut également qu'ils aient une grande capacité de stockage, puisque les voyages sont longs, ils peuvent durer plusieurs années, et on n'a pas forcément la certitude de trouver facilement des approvisionnements au cours du voyage. Si on fait un peu un parallèle entre ces voyages d'exploration du XVIIIe siècle et le XXe siècle, on fait souvent le parallèle entre ces voyages et les voyages vers la Lune. Pourquoi? Parce que la technicité de ces voyages, les moyens technologiques dont disposent les marins qui se lancent à l'assaut du globe, sont à la pointe. On dispose vraiment des meilleurs équipements possibles existants à l'époque.
On part en totale autonomie, sans pratiquement aucune possibilité de soutien à l'occasion du voyage, d'où ce parallèle qui est souvent fait. Et dans le contexte technique aussi de ces voyages, j'évoquerai les moyens de navigation qui sont importants, qui progressent beaucoup à partir des années 1750 et qui vont permettre de mieux explorer le globe, et notamment le Pacifique, de mieux se repérer en mer. Jusqu'à présent, la navigation se faisait souvent à l'estime, de façon assez peu précise, alors qu'au XVIIIe siècle, on voit apparaître des outils nouveaux, notamment des chronomètres et des montres. Alors ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais disposer au XVIIIe siècle en mer de chronomètres et de montres qui permettent de conserver le temps avec une grande précision, c'est indispensable pour se repérer précisément sur le globe, puisqu'en fait, à l'époque, euh, on part de Londres ou de Brest avec une heure connue, et les relevés que l'on va faire au cours du voyage vont être faits en fonction de cette heure donnée, et c'est ce qui va permettre de mesurer précisément les distances parcourues. Donc évidemment, si les outils de conservation de l'heure ne sont pas précis, on perd évidemment en précision sur la route et sur la localisation. Donc ça, c'est vraiment une évolution majeure de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque on dispose de prototypes, de montres, de chronomètres, et petit à petit, on va disposer d'équipements qui sont de plus en plus fiables. Et puis, on fait également des progrès dans les méthodes de calcul de la position, avec notamment une technique de calcul des distances lunaires. Donc tout ça rend possible la fixation précise de la position des côtes ou des îles et des parcours qui sont réalisés. Alors, à bord de ces navires, les conditions de vie des marins et des scientifiques peuvent effectivement être éprouvantes. Éprouvantes parce que les voyages peuvent durer 2, 3 à 4 ans. Ces navires sont exigus. Bien souvent, la hauteur sous barreau permet à peine de se tenir debout. C'est le cas notamment pour l'Endeavour, le navire de James Cook. On ne peut pas se tenir debout dans la grande chambre, donc ça veut dire 4 ans de navigation en étant courbé en permanence, sauf lorsqu'on est sur le pont. Comme on part pour une longue durée et qu'on embarque ce qu'on appelle des surnuméraires à l'époque, c'est-à-dire des membres supplémentaires de l'équipage qui sont des scientifiques, des dessinateurs, etc., etc. Il y a un entassement important de l'équipage. Et puis, il y a également l'entassement des vivres, des rechanges, des équipements, puisqu'on part en autonomie. Et il faut donc pouvoir faire face à la plupart des difficultés que l'on peut rencontrer. Et puis, ces conditions de vie, c'est aussi celles qui sont liées aux maladies, puisque dans les territoires que l'on explore ou par lesquels on passe, règnent des maladies mortelles pour certaines qui touchent fréquemment les équipages. En fait, le Pacifique, dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, est un espace qui est connu de longue date, puisque le premier à naviguer dans le Pacifique, c'est Magellan en 1520, qui baptise d'ailleurs cet océan. Ensuite, les Hollandais vont être actifs dans l'exploration du Pacifique au XVIIe siècle, notamment sur les rivages de Tasmanie et d'Australie, dans le cadre des explorations et des activités de la Compagnie des Indes hollandaise. George Hanson, un officier britannique en 1740-44, va effectuer un premier tour du monde qui passe bien sûr par le Pacifique. Et puis, mais à cette époque-là, en fait, au XVIIIe siècle, les voyages vers le Pacifique se font surtout dans le cadre de conflits européens qui peuvent opposer l'Angleterre et l'Espagne, par exemple. Donc, il s'agit aussi d'aller voir ce que font les Espagnols sur la côte pacifique de l'Amérique. Donc voilà, c'est pas un territoire complètement inconnu, pardon, mais c'est un territoire qui reste encore à explorer pour les parties les plus sud et les plus nord et à explorer dans le détail. Il y a une constante dans l'ensemble de ces expéditions jusqu'à James Cook, qui est véritablement la recherche de ce qu'on appelle à l'époque le continent austral. On pense depuis l'Antiquité que pour équilibrer le globe entre la masse des terres qui existe dans l'hémisphère nord et celle que l'on imagine dans l'hémisphère sud, il doit exister un continent austral nécessaire à l'équilibre du globe. Et c'est vraiment l'enjeu
principal de ces voyages d'exploration au XVIIIe siècle, voyages qui vont occuper donc principalement les Britanniques et les Français. Le premier marin français à effectuer un tour du monde et donc à fréquenter l'océan Pacifique, c'est Louis-Antoine de Bougainville, qui est un personnage intéressant, puisque c'est initialement un officier de l'armée de terre qui devient officier de marine et qui sera un brillant marin. Il effectue un voyage dans les années 1766-1769, avec un objectif qui lui est confié par le pouvoir royal, qui est à la fois de se rendre en Chine pour voir si des débouchés commerciaux ou des échanges commerciaux peuvent se mettre en place avec ces territoires, de voir s'il peut trouver les traces d'un continent austral, et puis de se rendre également en Polynésie, à Tahiti. Alors, il n'est pas le premier, il pense qu'il est le premier à arriver à Tahiti, mais en fait, il a été précédé d'une dizaine de mois par un Britannique qui s'appelle Wallis. Et donc, pour ce voyage d'exploration, Bougainville se voit confier deux navires, une frégate, la Boudeuse, donc un navire de guerre, qui va se révéler être un navire assez peu adapté à des voyages d'exploration, parce que ce navire a une capacité d'emport, de vivres, de rechange relativement faible. Et puis, il est rejoint en Amérique du Sud par un deuxième navire qui est une flûte, donc un navire de charge, l'Étoile, qui, elle, va transporter finalement une partie des vivres et des matériaux, des rechanges nécessaires au voyage. Donc il part à la tête d'une expédition qui comporte à peu près 300 hommes et qui comprend des savants. On peut notamment citer deux d'entre eux particulièrement connus, le naturaliste Philibert Commerson, à qui on doit d'avoir apporté différentes plantes en Europe à l'issue de ce voyage, et puis un autre scientifique savant, peut-être moins connu du grand public, qui est Pierre-Antoine Véron, qui est un astronome. Ce, ce voyage de Bougainville, il part de Nantes en novembre 1766, à la suite d'une mer un peu difficile et de casse dans la mâture. L'expédition doit faire escale à Brest, d'où elle repart finalement pour sa mission. Et le parcours effectué par Bougainville pour les principales étapes est le suivant. Il se rend d'abord au Brésil, où notamment l'Étoile le rejoint. Ensuite, ils s'engagent dans le détroit de Magellan. Ils arrivent dans l'océan Pacifique, à Tahiti, où ils vont séjourner relativement peu de temps, une quinzaine de jours de mémoire. Mais en revanche, la description que fait Bougainville de cette île de Tahiti, description absolument paradisiaque, il parle d'un jardin d'Éden, va créer cette description, le mythe finalement de Tahiti et de la Polynésie, et finalement trouve en Europe un écho dans certaines idées de philosophes tels Rousseau, qu'on évoquera, je pense, sur le thème du bon sauvage. Ensuite, le voyage se poursuit vers les îles Moluques, et puis vers l'océan Indien, et le retour en Europe, où Bougainville revient à Saint-Malo en mars 1769. Premier voyage scientifique, c'est le premier tour du monde, donc c'est un voyage qui marque les esprits. Le bilan du voyage de Bougainville, pardon, en termes de découverte, le bilan est très maigre, puisque Bougainville ne découvre pas véritablement de nouveaux territoires, mais en revanche, il porte à la connaissance du pouvoir, du ministère de la Marine, de certains de ses collègues officiers, euh, il porte à leur connaissance le Pacifique, Tahiti, et finalement, ce voyage va se traduire par un regain d'intérêt pour ce territoire du globe. Et puis, on peut aussi mentionner le fait que Bougainville revient avec un Polynésien qui s'appelle Oaturu, dont on reparlera, je pense, tout à l'heure, et donc qu'il ramène avec lui en Europe, et qui, à son arrivée, va là aussi personnifier finalement le bon sauvage qui occupe pas mal de philosophes et d'écrivains dans cette France et cette Europe du XVIIIe siècle. James Cook en Grande-Bretagne n'est pas le premier marin
explorer ou à fréquenter le Pacifique, puisque dès les années 1760, des marins tels Byron ou Wallis et Carteret ont déjà navigué sur ces territoires, dans ces territoires, mais il est sans conteste le marin britannique et l'explorateur britannique le plus remarquable de cette seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est une sorte de figure tutélaire en fait qui domine véritablement cette période et cette zone du continent. C'est un modèle pour des marins d'autres nations, comme on peut penser notamment à la Pérouse, un modèle par l'ampleur des réalisations d'exploration qu'il réalise, par la rigueur également avec laquelle il mène ses voyages. Et James Cook, c'est d'abord en fait un marin exceptionnel. C'est un marin qui a commencé sa carrière très jeune dans une activité de transport de charbon sur les côtes britanniques, entre différents ports des côtes britanniques et Londres, qui s'est ensuite engagé dans la Royal Navy, donc qui a combattu sur des navires de guerre et qui va devenir finalement un spécialiste de la cartographie et notamment de la cartographie du Canada. C'est la raison pour laquelle l'amirauté britannique et la Royal Society vont lui confier 3 voyages d'exploration, puisque James Cook, ce n'est pas un voyage d'exploration, mais 3 voyages qu'il mène dans le Pacifique majoritairement. Donc, premier voyage entre 1768 et 1771, deuxième voyage entre 1772 et 1775, et enfin le troisième entre 1776 et 79. Sur l'ensemble de ces 3 voyages, parmi les objectifs qui lui sont définis, il y a 2 constantes qui sont d'une part la recherche du continent austral, tel qu'on l'évoquait tout à l'heure, et secondairement la recherche de ce qu'on appelle à l'époque le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire qu'on imagine et on espère, pour des raisons commerciales et de navigation, qu'il existe un passage dans le nord du Pacifique permettant de passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et inversement. Et puis, secondairement, on le charge aussi d'observations astronomiques, notamment le passage de Vénus devant le Soleil en 1769, que l'on va observer à Tahiti, Tahiti étant une zone géographique permettant une observation de bonne qualité. Pour ces 3 voyages, James Cook va faire un choix de navire particulier qui se révélera payant. Comme il a navigué jeune sur des navires qui étaient des charbonniers, des navires de transport de charbon, il fait le choix de ce type de navire car ce sont des navires qui sont extrêmement résistants, des navires qui ont un relativement faible tirant d'eau. Donc il choisit de partir pour son premier voyage avec un navire. À la suite d'un échouement sur la Grande Barrière de Corail en Australie, il tire la leçon pour ses 2 autres voyages et il part désormais avec 2 navires de façon à s'assurer une redondance et la possibilité d'un secours, d'un sauvetage. Et puis, il va mener et préparer ses voyages avec l'appui de scientifiques, et notamment d'un scientifique en particulier, qui est Joseph Banks, qui est membre de la Royal Society, qui est un jeune homme fortuné et passionné de science, qui va être mécène en partie des voyages de James Cook. Alors, ce qu'on peut retenir du parcours des différents voyages de James Cook, c'est qu'en fait, dans le Pacifique, il va descendre au sud plus que tout autre. Jamais avant lui, personne n'est descendu aussi bas dans ces contrées. Il recherche le continent austral. Il va se heurter à la banquise. Il effectue des navigations de 3 mois dans ces mers difficiles avec non pas des icebergs, mais des growlers, c'est-à-dire des blocs de glace flottants, dans des conditions de vent, de froid extrêmement importantes. Alors, il observe la banquise, mais il ne verra jamais le continent, le pôle sud. Il sera découvert plus tardivement. Et puis, il sera aussi celui à se rendre le plus au nord dans le Pacifique, dans la quête de ce passage du Nord-Ouest. En fait, le bilan est considérable en matière de découverte
cartographique, de documentation des territoires déjà connus ou de ceux qu'il découvre lui-même. On peut mentionner la Nouvelle-Zélande, l'Australie, où il débarque sur la côte est en 1770. Alors l'Australie a déjà été découverte par les Hollandais au XVIIe, mais avec James Cook, elle rentre véritablement dans le giron britannique. Il est également le premier navigateur à débarquer à Hawaï, ce qui lui sera fatal d'ailleurs, puisqu'il meurt assassiné, massacré en 1779 à Hawaï. Et puis, on retient également de lui le fait il met un terme à deux mythes, qui sont d'une part le continent austral. À l'issue des 3 voyages de James Cook, on sait désormais que ce continent austral n'existe pas, en tout cas tel qu'on l'imaginait. Et puis également la fin du mythe du passage du Nord-Ouest. On sait désormais qu'il n'est pas possible de passer du Pacifique à l'Atlantique par le Nord-Ouest. Donc c'est vraiment une œuvre magistrale d'une qualité remarquable qui fait véritablement donc de James Cook une figure exceptionnelle, admirée et copiée dès le XVIIIe siècle. C'est un marin français qui a commencé ses voyages dans l'océan Indien dans le cadre des activités de la Compagnie des Indes, donc une activité commerciale. À l'issue de cette activité de la Compagnie des Indes, il s'installe à l'île de France, qu'on appelle à l'époque l'île de France, l'actuelle île Maurice, et il va multiplier plusieurs voyages dans les années 1770, et en particulier un voyage entre 1771 et 1773, avec un objectif particulier, il se propose en fait de ramener à Tahiti le fameux Aotearoa, qui avait été un passager de la fin du voyage de Bougainville. En fait, après quelques années de vie en Europe et en France, Aotearoa souhaite retourner dans sa patrie. Donc, Marion Dufresne propose d'organiser à ses frais un voyage de retour. Donc, Aotearoa quitte la France, arrive à l'Île-de-France. Il va devoir attendre 1 an qu'une expédition se mette en place pour le ramener chez lui en Polynésie. Et malheureusement, il trouve la mort quelques semaines plus tard à l'occasion d'une escale à Madagascar. À partir de là, Marion Dufresne décide de poursuivre son voyage avec un objectif qui est la recherche du continent austral. Donc, il dispose de 3 navires pour cette mission, le Mascarin, le Marquis de Castres et le Bruni. Et il va, après Madagascar, se rendre en Afrique du Sud, faire escale au cap de Bonne-Espérance, et puis continuer vers le sud et découvrir le fameux archipel de Crozet, alors qui est nommé du nom de son second, Crozet, qui est finalement celui qui débarque sur l'archipel et qui prend possession au nom du roi de ce territoire. Et puis, après cette découverte, alors on sait que c'est un archipel relativement réduit, on sait que ça n'est pas le continent austral que l'on recherche. Marion Dufresne poursuit son voyage vers la Tasmanie, vers la Nouvelle-Zélande, et à l'occasion d'une escale qui est réalisée en Nouvelle-Zélande pour réparer les navires qui ont été endommagés, Marion Dufresne est massacrée par des populations locales, sans doute à la suite d'une incompréhension. Bien souvent, dans ces territoires, lorsque des Européens débarquent au XVIIIe siècle, ils sont considérés comme des dieux vivants ou des divinités. Et on pense que Marion Dufresne a eu le tort de débarquer, de revenir en fait au lieu d'un premier débarquement et d'avoir finalement violé un tabou pour les populations locales, ce qui explique son meurtre en fait et son massacre. À ce moment-là, son second, Crozet, prend la direction et la tête de l'expédition. Et l'expédition se poursuit via les Philippines avec un retour enfin à l'île de France. Donc c'est on peut dire que le bilan de son voyage est relativement mitigé. Déjà, il échoue malheureusement à rapatrier chez lui Aotearoa. Et puis il découvre l'archipel de Crozet, mais qui est un archipel relativement modeste. Un autre navigateur français, qui est Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec, va découvrir les îles qui portent aujourd'hui son nom, les îles Kerguelen.
mais en fait avec un objectif qui est le même, qui est finalement la recherche du continent austral, et on s'aperçoit que dans cet océan Indien des années 1770, il y a tout un tas de marins, d'explorateurs présents, qui ont tous pour objectif d'essayer d'être le premier à découvrir ce territoire. Alors, Kerguelen, c'est un personnage incroyable. Sa biographie est vraiment exceptionnelle. Euh, c'est un marin, c'est un excellent marin. C'est un marin donc de la marine de guerre française qui a été formé euh, dans l'école des gardes de la marine, qui est l'équivalent au XVIIIe siècle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école navale, qui est membre de l'Académie de marine, qui a mené dans les années 1760 des voyages d'exploration dans l'Atlantique Nord, notamment en Islande. Il se révèle être, à l'occasion de ce voyage, un cartographe exceptionnel, un ethnographe également exceptionnel. Et il propose au roi, finalement, de se lancer à la recherche de ce qu'on appelle à l'époque en France la France australe, c'est-à-dire ce fameux continent austral. Donc il va effectuer 2 voyages. Un premier voyage en 1771-1772, qui le conduit à découvrir l'archipel qui porte son nom aujourd'hui. Dès cette découverte, il rentre en France pour rendre compte de la découverte pour lui de la France australe, et il obtient l'organisation d'un second voyage en 1773-74, qui cette fois-ci est un voyage de colonisation. On embarque des futurs colons, des habitations en kit démontées de façon à pouvoir commencer finalement à occuper ces territoires. Et en fait, ce qui est assez incroyable dans l'histoire de Kerguelen, d'une part, c'est que s'il découvre la France australe, il n'y mettra jamais les pieds, puisque lors de ces 2 voyages, lors du voyage de découverte, puis lors du voyage de colonisation, il ne débarque pas, il reste à bord de son navire. Ce sont d'autres membres de son équipage qui débarquent. À l'issue du premier voyage et de la découverte, dans les rapports, dans les courriers qu'il envoie lors du voyage retour, il décrit cet archipel comme un paradis sur Terre, alors qu'on sait très bien et qu'il sait très bien que c'est un territoire complètement désolé, extrêmement difficile. Le deuxième voyage se révèle être un désastre absolu, puisque la mésentente entre les membres de l'état-major à bord, due en partie au comportement de Kerguelen, mais aussi le fait qu'il a embarqué secrètement Ninon, sa maîtresse de 14 ans, donc la présence d'une femme à bord, même 3 femmes, puisqu'il y a 2 passagères également à bord, tout ça va faire exploser littéralement l'état-major. Et à son retour à Brest, son second porte plainte contre lui, ce qui amène Kerguelen à porter plainte. Une commission d'enquête est mise en place, un procès a lieu. Et à l'issue de ce procès, où on reproche à Kerguelen de ne pas avoir rempli l'objectif de sa mission, de s'être livré à ce qu'on appelle la pacotille, c'est-à-dire le commerce en fait, de différents biens, notamment à Madagascar, de s'être livré à la traite des nègres, Kerguelen va être cassé, chassé de la marine, il tombe en disgrâce, donc c'est un destin assez incroyable. Et ce qui est amusant dans la découverte de Kerguelen, des Kerguelen, c'est que en fait, Kerguelen ne donne pas son nom à ces territoires. On parle à l'époque en France de la France australe, et il revient à James Cook d'appeler ce territoire dans lequel il passe quelques mois plus tard les îles Kerguelen, en hommage à Kerguelen, mais en précisant bien qu'on aurait dû les appeler les îles de la désolation, ce qui montre bien qu'effectivement la description qu'en fait Kerguelen est une description complètement erroné, voire absurde. Il décrit ces territoires comme étant paradisiaques, probablement pour obtenir un second voyage d'exploration. Mais voilà, en tout cas, son comportement questionne encore aujourd'hui les historiens qui se sont intéressés à lui. Ça reste aujourd'hui une énigme. En fait, dans son journal, il explique que les conditions de mer sont tellement difficiles qu'il ne peut pas le faire, mais dans ce cas-là, pourquoi d'autres membres de l'équipage le font? Non, non, ça reste vraiment une énigme. En fait, littéralement, on peut dire que Kerguelen part en vrille, en fait, après la découverte de Kerguelen, mais on ne s'explique pas encore aujourd'hui forcément ce qui a pu le conduire à se comporter de cette façon. Du Pacifique au XVIIIe siècle, pour la France, il y a une figure qui est une figure majeure et emblématique, qui est Jean-François de Gallo de la Pérouse,
qui entreprend un voyage d'exploration entre 1785 et 1788. La Pérouse, c'est un marin militaire, un marin de la Marine royale. C'est un marin exceptionnel qui a eu l'occasion de faire preuve de ses grandes qualités à deux occasions, notamment lors de la guerre d'indépendance américaine sur le théâtre d'opération de l'Amérique du Nord et notamment du Canada. Il mène un raid dans la baie d'Hudson contre des comptoirs anglais dans des conditions de navigation extrêmement difficiles, glace, brouillard, etc., qui montrent effectivement que c'est un marin remarquable. Et puis, une fois la paix venue, il est affecté à l'île de France, donc actuelle île Maurice, et il va mener plusieurs missions et voyages d'exploration dans l'océan Indien, où là encore, il fait preuve de qualité de marin assez exceptionnelle. Donc c'est la raison pour laquelle Louis XVI lui confie un voyage d'exploration qui est extrêmement ambitieux. En fait, on demande en quelque sorte à la Pérouse de faire en un voyage de 4 ans ce que James Cook fait en 3 voyages dans le Pacifique. Donc l'ambition scientifique, économique est extrêmement importante. Et ce voyage est sans doute un des voyages d'exploration français les mieux préparés, notamment par l'Académie de Marine, ici à Brest. On va rassembler des instruments de navigation, on va aller en acheter en Angleterre auprès des meilleurs spécialistes, on va constituer une bibliothèque assez exceptionnelle que l'on va embarquer à bord des navires. Et en fait, on prépare ce voyage un peu comme étant un pendant des voyages de James Cook. Donc il s'agit pour la France de montrer qu'elle est capable de prendre une part active à l'exploration du Pacifique. Alors les objectifs, ils sont scientifiques, hein, l'exploration du Pacifique, la cartographie, l'étude de la faune et de la flore, de l'astronomie, mais ils sont également économiques. On demande par exemple à la Pérouse de se rendre sur la côte pacifique de l'Alaska pour voir si on peut y trouver des animaux à fourrure qui permettraient d'établir des comptoirs. En fait, des Français iraient s'installer dans cet Alaska pour chasser des animaux à fourrure, pour traiter la fourrure de ces animaux, qui seraient ensuite chargés sur des navires qui se rendraient en Chine et en Asie, où on vendrait ces fourrures contre des produits de l'Asie recherchés comme des faïences, des porcelaines, qui seraient ensuite rapatriées en Europe pour être vendus. Donc on est vraiment dans un objectif économique. Et puis il y a également des objectifs militaires, puisqu'il s'agit aussi pour la Pérouse de se rendre en Australie pour voir ce que les Britanniques y font. Est-ce qu'ils sont en train de s'installer durablement? Est-ce qu'ils mettent en place des colonies et de peuplement ou seulement des colonies pénitentiaires? Donc voilà les objectifs principaux du voyage. Les moyens dont dispose la Pérouse, ce sont 2 navires, 2 gabarres, donc 2 navires de transport, 2 navires de charge, qu'on requalifie dans les documents officiels de frégates, puisque c'est plus noble de partir en expédition avec des frégates qu'avec des gabarres. Et on baptise ces 2 navires de noms qui sont très représentatifs de ces voyages, puisque le navire de la Pérouse s'appelle La Boussole, et le navire de son second, Fleurieux de Langue, s'appelle l'Astrolabe, donc instrument de navigation. La Pérouse, on peut noter en ce qui concerne une spécificité, et qui est même une première dans le cas des voyages d'exploration pour les Européens, c'est qu'il s'interdit de prendre possession des territoires qu'il découvre. Et cela correspond à une évolution qu'on voit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et notamment dans la fin du siècle, qui est la prise en compte des populations locales, indigènes, d'un respect pour les peuples qui vivent sur ces territoires. Et donc, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à présent, la Pérouse, effectivement, ne prend pas possession des territoires par lesquels il passe. Alors, son voyage, en fait, il part de Brest en août 1785, après avoir descendu l'ensemble de l'Atlantique, franchi, passé dans l'océan Pacifique. La Pérouse va monter vers la Californie, l'Alaska, ensuite se rendre en Asie, dans le Kamtchatka. Il va redescendre vers l'Australie, où il fera sa dernière escale au printemps 1788.
voyage de la Pérouse, il est vraiment marqué il est marqué par les drames, notamment lors de l'exploration de l'Alaska, lors d'une escale un lieu que la Pérouse baptise Port aux Français. Deux chaloupes qui étaient parties à terre font naufrage, 21 membres des équipages sont perdus, donc c'est un choc pour la Pérouse et ses compagnons. Quelques mois plus tard, lors d'une escale aux îles Samoa, ce sont 13 membres de l'équipage qui sont massacrés par des populations locales, et notamment Florio de Langle, qui est le second de l'expédition, qui était un ami proche de la Pérouse, puisqu'ils avaient navigué ensemble, ils naviguaient ensemble depuis la guerre d'indépendance américaine. Et puis bien sûr, le drame final, qui est la perte en fait de l'ensemble de l'expédition, dont on sait aujourd'hui qu'après l'escale de Botany en Australie, elle s'est probablement rendue en Nouvelle-Calédonie avant d'arriver dans les îles Salomon, et en particulier sur un atoll qui s'appelle Vanikoro, où on a retrouvé au XIXe siècle les traces du naufrage des deux navires et donc de la perte totale de l'expédition. Alors, c'est un échec, cette expédition, de par la fin tragique, mais en revanche, on est bien documenté sur le voyage, sur le travail scientifique de l'expédition, car la Pérouse a eu deux occasions de transmettre en Europe le fruit de son travail. Lorsqu'il fait escale dans le Kamtchatka, c'est-à-dire dans l'extrême est de la Russie, il fait débarquer un membre de l'expédition qui s'appelle de Lesseps, à qui il confie une partie des archives du voyage, la correspondance, les journaux. Et en fait, ce personnage de Lesseps va, à partir de l'est de la Russie, va traverser l'ensemble de l'Europe pour arriver à Versailles au printemps 1789 avec une part finalement du fruit scientifique de l'expédition. Et puis, lorsqu'il fait sa dernière escale connue à Botany Bay en Australie, un moment où les Britanniques sont en train de s'installer, la Pérouse confie également aux Britanniques de la correspondance, des documents, des mémoires, et cela nous renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette collaboration finalement qui se fait malgré la rivalité entre les Français et les Britanniques, puisque ces Britanniques vont transmettre en Europe les documents qui ont été confiés par l'expédition La Pérouse. Donc ça explique qu'on ait tout de même une bonne connaissance de cette expédition, du voyage, et qu'on puisse bénéficier du fruit des recherches qui ont été menées. Alors, on peut, pour évoquer la fin du XVIIIe siècle et surtout le début du XIXe siècle, évoquer deux autres explorateurs du Pacifique, qui sont le Français Nicolas Baudin et le Britannique Matthew Flinders. Euh, Ce sont des voyages qui se déroulent dans les années 1800-1803, à une époque où la France et la Grande-Bretagne sont en conflit dans le cadre des guerres de l'Empire. Et ce sont des voyages dont l'objectif est clairement l'exploration de l'Australie. Il s'agit de peaufiner la connaissance que l'on a de son continent, d'explorer la totalité des côtes, de cartographier ces côtes. Et Nicolas Baudin va se voir confier deux navires qui sont baptisés là aussi de façon très symbolique, le géographe et le naturaliste, qui montrent bien deux dimensions de ces voyages, la cartographie, la géographie, et puis l'étude de la faune et de la flore qu'on peut découvrir dans les nouveaux territoires. Il embarque un équipage qui comprend plus d'une vingtaine de savants. Il quitte Le Havre, se rend à l'Île-de-France, l'île Maurice, qui était donc véritablement la base technique du départ de la plupart des expéditions vers le Grand Sud. Et puis, dans le cadre de son exploration de l'Australie, en 1802, il va rencontrer un explorateur britannique qui s'appelle Matthew Flinders, qui est vraiment le grand explorateur des côtes de l'Australie, puisqu'il y a navigué dans les années 1790, et il effectue un troisième voyage entre 1801 et 1803. Et ces deux hommes, en fait, vont se rencontrer véritablement dans le sud de l'Australie à l'occasion de leur voyage réciproque. Ils vont se rencontrer dans un lieu qui va être rebaptisé par Flinders la baie de la rencontre, Encounter Bay, donc c'est très symbolique là aussi. Et pendant quelques jours, ils vont échanger en fait sur leur mission, sur leur découverte, sur leurs éléments de cartographie. Donc on retrouve encore cette notion un peu d'international entre guillemets de l'exploration.
Donc les échanges durent quelques jours, à la suite desquels Baudin reprend sa navigation, il se rend en Tasmanie. Ensuite, il remonte plus au nord de l'Australie vers Timor, qui est souvent une base de relâche pour soit ravitailler, pour permettre aux équipages de se reposer, de récupérer des maladies ou du scorbut. Et puis, il reprend ensuite la mer vers l'Île-de-France, son point de départ, où il trouve la mort peu de temps après son arrivée. C'est qu'il s'agit sans doute de la plus importante expédition scientifique française dans le Pacifique par son bilan. Son bilan cartographique, par les collectes qui sont menées, des collectes de spécimens de faune et de flore, des collectes ethnographiques. Et on peut vraiment considérer que c'est la plus grande expédition scientifique française dans le Pacifique. Malheureusement, elle souffre d'une certaine méconnaissance du fait de la mort prématurée de Baudin avant son retour en France, et puis également parce que la publication du fruit de son expédition, son journal, a été tardive, et elle a été aussi très orientée par des membres de l'équipage avec qui il était en conflit et qui n'ont pas forcément mis en avant l'importance de Baudin. Aujourd'hui, sur la côte sud de l'Australie, à l'issue des voyages de Nicolas Baudin et puis de quelques autres explorateurs français, il existe à peu près 450 toponymes, c'est-à-dire 450 noms de lieux qui sont des lieux français, parce que ces lieux ont été explorés, cartographiés par des navigateurs français. Et comme on pratiquait souvent à l'époque, on donnait des noms français de souverains, de personnages du ministère, de personnages célèbres ou de membres de l'équipage au territoire découvert ou exploré. Donc, ici au Musée de la Marine, on a travaillé quelques années avec des universitaires australiens pour identifier, répertorier l'ensemble de ces toponymes. Et donc, c'est aujourd'hui la trace tangible de la présence importante des Français dans l'exploration côtière maritime de l'Australie. Une supériorité technologique, technique, par rapport à des marines qui sont les marines les plus puissantes de l'Europe, et puis aussi des volontés liées aux académies, aux sociétés savantes qui sont particulièrement développées dans nos deux pays. Les expéditions européennes qui sont menées dans le Pacifique au XVIIIe siècle ont principalement une vocation scientifique. On embarque un nombre considérable de savants. Ils sont parfois plus d'une vingtaine à bord des navires, représentant des disciplines extrêmement variées qui vont de la cartographie à l'astronomie, en passant par la botanique. On embarque également des dessinateurs, des peintres qui sont chargés de représenter les espèces que l'on va rencontrer. On transporte des caisses spécifiquement conçues pour pouvoir apporter des spécimens. On va également pratiquer la taxidermie avec des spécimens d'animaux qu'on rencontre et qu'on va capturer et collecter. Donc c'est vrai que cette dimension scientifique, elle est fondamentale. On embarque aussi des instruments de cartographie, de navigation, qui sont des instruments à la pointe des techniques de l'époque. Bien souvent, ce sont des prototypes, et parfois plusieurs types de prototypes pour un type d'instrument. C'est-à-dire qu'il s'agit de les tester en mer, de les tester dans ces voyages, de faire un véritable retour d'expérience au retour de ces voyages. Donc c'est vraiment la dimension scientifique qui prédomine dans ces voyages du XVIIIe siècle. Ces voyages se traduisent par un apport cartographique important, puisque à l'issue des voyages qu'on a pu évoquer aujourd'hui, le Pacifique est reconnu et connu dans son détail, aussi bien pour la partie sud, où désormais on sait que le continent austral n'existe pas, pour la partie nord. Euh, on, on parvient donc à perfectionner les cartes existantes et à permettre désormais d'envisager des opérations sur des territoires connus. Alors ça peut être des opérations à but cette fois-ci plutôt commercial ou à but militaire dans le cadre de conflits qui pourraient exister entre les différentes nations européennes.
Et en matière d'apport scientifique, les collectages jouent un rôle vraiment important pour les progrès de la science en Europe et la connaissance du monde, puisque les collectages liés à la faune et la flore sont extrêmement importants. L'expédition Bodin, je crois de mémoire, rapporte plus de 2500 variétés d'espèces. Donc c'est important en termes de quantitatif, c'est important en termes d'espèces nouvelles découvertes sur ces territoires. Donc tout ça va nourrir la recherche scientifique en Europe. Certaines plantes sont acclimatées, c'est-à-dire qu'on les rapporte au Jardin du Roi où on les met en culture. Ensuite, elles arrivent aussi souvent dans les jardins du roi qu'on trouve dans les ports, comme à Toulon, Rochefort ou bien à Brest. Et puis, ces collectages sont également importants en matière ethnographique, puisqu'à l'occasion des rencontres avec les populations locales des territoires que l'on fréquente, on va collecter des objets d'art local qu'on va rapporter en Europe et qui vont également nourrir la connaissance de ce territoire et nourrir aussi ce qui deviendra, dans la première moitié du 19e siècle, les premiers musées présentant des collectages pour l'Océanie. Aujourd'hui, bien souvent, on a tendance à considérer que ces collectages ethnographiques, ces objets extra-européens qui sont dans les collections de certains musées, sont uniquement le fruit de pillages. Et notamment, ça a été le cas, clairement, dans certaines colonisations, on pense à l'Afrique, etc. Mais une partie de ces objets aussi ont été le fruit d'échanges consentis entre des Européens qui découvraient ce territoire et qui échangeaient des éléments ethnographiques contre des objets qui intéressaient la population locale. Donc c'est une dimension importante puisque je pense qu'il ne faut pas considérer effectivement ces objets uniquement au travers du prisme du pillage ou de la spoliation de ces populations. On est très bien documenté là-dessus, par les archives, par les objets aussi qu'on a retrouvés à bord de l'expédition Les Pérouse lors des fouilles archéologiques sous-marines. En fait, on avait par exemple des petites perles de verre, donc ce qu'on appelle la verroterie. On embarquait des milliers de perles de verre, parce que c'est des petits objets en fait qui plaisaient beaucoup. En fait, c'est des matériaux qui étaient inconnus pour les populations locales, donc qui leur plaisaient beaucoup. On échangeait aussi des objets contre des éléments d'uniforme, ce qu'on appelle le hausse-colle. Le hausse-colle, c'est une plaque de cuivre qui se trouve juste sur le cou des uniformes à l'époque, qui vaut pas très cher. Et donc, on en apporte des quantités énormes. On apporte des objets qui sont des miroirs ou qui permettent aux populations locales de voir leurs reflets. Voilà, tout un tas d'objets qu'on va embarquer spécifiquement pour pratiquer l'échange avec ces populations. Et cet échange, c'est aussi un échange qui est indispensable pour souvent obtenir des vivres. C'est-à-dire que vous arrivez sur un territoire, vous avez besoin de vous ravitailler, eh bien, il faut acheter des vivres, donc ça peut être un moyen d'échange. Et puis également contre des éléments plutôt ethnographiques qui intéressent les Européens. Une des données importantes de ces voyages d'exploration du Pacifique au XVIIIe siècle, c'est la notion du bon sauvage et du mythe du bon sauvage, qui est une espèce d'idéalisation de l'homme à l'état de nature, qui est le fruit de réflexions d'un certain nombre de philosophes et d'écrivains européens qui développent au XVIIIe siècle ce concept. Alors c'est un concept qui était nettement antérieur, puisqu'on le retrouve déjà dès la conquête de l'Amérique. Mais il est à nouveau sur le devant de la scène scientifique ou philosophique au XVIIIe siècle, et ce concept va influer sur les voyages, sur la mission de ces voyages, les instructions données à ces explorateurs, et également sur l'attitude que ces explorateurs peuvent avoir vis-à-vis des populations qu'ils rencontrent. Alors, autour de ce mythe du bon sauvage, on évoque souvent Rousseau, qui notamment en 1755, dans son discours sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes, considère finalement que ces populations sont une sorte de modèle de l'homme naturel, en opposition à l'homme européen qu'on considère être décadent du fait de la civilisation européenne, un homme naturel qui vit dans un cadre de vie également idéal. Et
est finalement un homme bon que la civilisation peut corrompre. D'où l'intérêt, en allant voir donc, ces populations, finalement d'étudier, de découvrir ces bons sauvages à l'état nature et du coup mesurer comment la civilisation européenne a pu les corrompre en Europe. Alors bien sûr, une question qui anime philosophes, scientifiques, écrivains et certains explorateurs dans ce XVIIIe siècle, c'est où se trouvent finalement, dans quelle contrée se trouvent ces bons sauvages, encore à l'état de nature. Et bien évidemment, les territoires inexplorés du Pacifique, et notamment du Pacifique Sud, semblent être des endroits où on pourra les observer et les trouver. Et on pense encore souvent au XVIIIe siècle à l'époque, on l'a vu avec Kerguelen, que ce fameux continent austral est peut-être, et même probablement, un paradis sur Terre où on pourra rencontrer ce bon sauvage. Un nombre d'explorateurs qui vont parcourir le XVIIIe siècle, on l'a évoqué avec la Pérouse, vont décider de ne pas prendre possession de territoire, de ne pas coloniser, puisqu'il y a un respect en fait des populations locales que l'on va rencontrer, en tout cas une considération pour ces populations locales. Et ce qui est très significatif dans ces voyages d'exploration Pacifique 18e, c'est qu'il n'y a pas de phénomène d'esclavage ou de mise en esclavage des populations rencontrées. C'est des choses qu'on a pratiquées sur d'autres territoires, Afrique, Antilles, également océan Indien, avant le XVIIIe siècle, mais en tout cas, ce n'est pas un phénomène que l'on rencontre pour le Pacifique au XVIIIe siècle. Alors, sur ce XVIIIe et sur les quelques explorations qu'on a pu évoquer aujourd'hui, on perçoit des évolutions. Notamment parce que les explorateurs se confrontent à la réalité des rencontres avec ces populations locales, et parfois le choc est grand entre ce que peuvent écrire les philosophes ou penser les philosophes et la réalité. Les explorateurs qu'on a évoqués sont confrontés au cannibalisme, à des sacrifices humains, à des populations parfois hostiles, à des morts violentes. On pense à Marion Dufresne, Fleury Deland ou James Cook. Donc voilà, ils se confrontent finalement à des populations qui ne sont pas du tout ni bonnes ni mauvaises, mais qui sont simplement des êtres humains avec des motifs parfois qui sont l'incompréhension, mais qui vont conduire à ces extrêmes. Et puis également des coutumes locales, comme par exemple le cannibalisme ou le sacrifice humain. Mais on voit quand même majoritairement une évolution vers une plus grande humanité, un plus grand intérêt, une plus grande considération pour les populations que l'on rencontre. Et notamment, c'est vraiment très significatif dans les instructions qui sont données à Louis XVI, pardon, à La Pérouse par Louis XVI. Dans ces instructions, on lui demande de veiller à entretenir de bonnes relations avec les populations rencontrées, ce à quoi va s'attacher la Pérouse, bien sûr, mais après, notamment le massacre de Fleuriot de Langle et de ses 12 camarades, euh, la Pérouse, dans ses écrits connus, est très réservée effectivement sur cette notion du bon sauvage ou de l'homme à l'état de nature. Le voyage se traduit aussi par la venue en Europe, en Grande-Bretagne ou en France, d'indigènes, comme on les appelle à l'époque, que l'on fait venir en Europe à l'issue de ces visites. Donc on peut en évoquer trois principalement. Le premier, d'ailleurs le premier Polynésien à venir en Europe, il s'appelle Aoutourou. Il a été ramené à Saint-Malo par Bougainville à l'occasion de son escale en Polynésie en 1768. Euh, Ce personnage, Aoutourou, propose à Bougainville d'embarquer avec lui pour venir en Europe. Alors au début, Bougainville est assez réticent, et puis finalement il accepte cette proposition. C'est un homme qu'on pense être né dans les années 1740, donc il a sans doute une vingtaine, une trentaine d'années à ce moment-là. Et en fait, Bougainville s'est aperçu que c'était un homme qui avait une très bonne connaissance en matière d'astronomie et de navigation. Il faut savoir que les Polynésiens naviguent entre les différentes îles et naviguent notamment grâce à l'astronomie et à la lecture des astres.
Et cette très grande compétence va se confirmer lors de voyages retour, lors des échanges entre Bougainville et Aotourou. Et Aotourou va également être une aide considérable pour Bougainville, pour décrire finalement Tahiti et la Polynésie qu'il a rencontré, qu'il a découvert, pardon, dans le cadre de son journal de voyage. Et pour l'anecdote, Aotourou est aussi celui qui va démasquer Jeanne Barret. Jeanne Barret, c'est un domestique de l'expédition qui a été embarqué sous le nom de Jean Barret, qui est le domestique de Philibert Commerson, le naturaliste qu'on a évoqué plus tôt, mais qui s'avère être une femme. Et c'est Aotourou qui va découvrir finalement le subterfuge. Et je le signale parce que Jeanne Barret est considérée comme étant la première femme à avoir fait un tour du monde, en tout cas officiellement, en s'étant travestie pour accompagner Philibert Commerson. Alors, à son arrivée en France, Aotourou est présenté à Louis XV, au roi, présenté à Diderot, justement, qui réfléchissait sur le bon sauvage. Donc, effectivement un élément de curiosité pour les Européens. Mais dès 1770, comme on l'évoquait tout à l'heure, Aotourou souhaite rentrer en Polynésie. Et finalement, il ne le fera pas puisqu'il meurt à Madagascar lors de l'expédition de Marion Dufresne. Alors, James Cook va également ramener en Europe, en tout cas vouloir ramener en Europe deux individus qu'il rencontre lors de ses voyages. Le premier s'appelle Pupaya. Il l'a rencontré en 1769 dans les îles de la Société. James Cook est réticent lui aussi au début à le ramener en Europe et c'est Joseph Banks qui va le convaincre. Là aussi, James Cook s'aperçoit que Tupaya a une excellente connaissance en matière de cartographie et de navigation dans les territoires de l'Océanie. À l'occasion du voyage retour, il va être initié à l'aquarelle à bord du navire. Et d'ailleurs, la British Library de Londres conserve quelques dessins, quelques aquarelles qui ont été réalisés par Tupaya. Et malheureusement, il meurt en 1770 lors d'une escale à Batavia, en Asie, probablement du scorbut ou du paludisme. Donc, Tupaya ne parvient pas jusqu'à l'Europe. Et lors de son second voyage en 1773, James Cook ramène en Europe un individu qui s'appelle Omai, qui est le premier océanien à arriver donc en Grande-Bretagne, qui est présenté au roi George III, qui lui est connu par un portrait célèbre qui le représente avec Joseph Banks, donc mécène et figure un peu tutélaire des voyages d'exploration de James Cook. Il demeure en Grande-Bretagne à peu près 3 ans, et à l'occasion de son troisième voyage, James Cook le ramène donc en Océanie. Et pour Omai, finalement, cet aller-retour entre l'Océanie, l'Europe et l'Océanie se déroule bien puisque il retrouve son territoire et les siens à l'issue du troisième voyage de James Cook. Donc voilà, je dirais, les quelques figures de Polynésiens ou d'Océaniens que l'on peut évoquer comme étant venus en Europe ou ayant souhaité le faire à l'occasion de ces voyages. Savoir qu'après plusieurs semaines de navigation où la nourriture n'est pas forcément des vivres frais, etc., les organismes sont fragilisés et donc souvent les maladies qui peuvent parfois être anodines dans ces territoires peuvent être fatales pour des Européens ou même des Polynésiens. Il y a aussi des relations sexuelles entre Européens et Polynésiennes ou Océaniennes, donc qui sont aussi un vecteur de maladies, notamment vénériennes. Mais ce qu'il y a, c'est que ces territoires sont moins peuplés. On n'est pas pour ces époques-là dans une démarche de colonisation, ce qui était le cas en Amérique, où les Européens ont débarqué de manière importante pour s'installer de façon durable. Donc ça a multiplié effectivement les contacts, les contaminations, et ça a décimé effectivement certaines populations de l'Amérique ou des Antilles. J'évoquais tout à l'heure le fait que dans des périodes plus anciennes, il y avait un secret préservé par rapport au voyage, au territoire exploré, à la cartographie qui pouvait être menée. On n'est plus du tout dans ce contexte-là au XVIIIe siècle.
où en fait il s'agit désormais de publier le fruit des travaux des voyages d'exploration, donc les journaux de bord des officiers qui conduisent l'expédition, mais également les travaux scientifiques des astronomes, des naturalistes qui les accompagnent. Donc on bascule vraiment d'une approche plutôt du secret vers la publication. Ces journaux de voyage sont publiés d'abord dans la langue des pays qui sont à l'origine des voyages. Ils sont en général assez rapidement traduits dans d'autres langues européennes. Et pour les explorations qu'on a pu évoquer aujourd'hui, on constate que toutes donnent lieu à la publication d'un journal de voyage. Alors parfois, cette publication se fait assez rapidement après le retour. Parfois, elle se fait tardivement, parfois une dizaine d'années après le retour, le temps de mettre en forme ce journal, de faire graver des représentations du voyage, des cartes, etc., etc. Et en fait, cette publication qui devient systématique et centrale, elle a aussi des conséquences sur la nature même des journaux. En fait, à bord d'un navire d'exploration, d'un navire de la Marine royale, marine militaire à l'époque, le journal du commandant, c'est un journal très technique. On relate au quotidien les conditions de mer, de navigation, les incidents. Donc on est en présence d'un document qui n'est pas destiné à être publié. Mais à partir du moment où on envisage la publication pour un public plus large de ces voyages, eh bien, il faut adapter le journal. Donc on bascule aussi d'un journal technique à quelque chose qui va être plus littéraire, et parfois qui va s'éloigner un peu sur certains aspects du côté scientifique ou technique, et parfois enjoliver un peu ce qu'on découvre. On peut penser à Kerguelen, notamment, et sa découverte des îles de la Désolation. Et ces journaux, en fait, ils sont lus par un public assez large. Alors, bien sûr, des scientifiques, des marins. L'Académie de marine, par exemple, à Brest, achète tous les journaux qui sont publiés en Europe de façon à constituer une base de connaissances. Et quand la Pérouse part dans son voyage d'exploration, il embarque avec lui les journaux de James Cook, de Kerguelen, de tous les grands navigateurs qui ont fréquenté les lieux. Et puis, ces journaux et ces documents scientifiques sont aussi lus pardon, par un public plus large, de curieux, qui s'intéresse à la découverte du monde, à la découverte des sciences. Donc c'est un phénomène vraiment majeur au XVIIIe siècle autour de ces voyages d'exploration. Il semble intéressant de l'évoquer parce que finalement, ce voyage majeur dans la découverte de la faune et de la flore, notamment de l'Amérique du Sud, euh, est un peu la conséquence des voyages d'exploration qui ont été menés dans le Pacifique, où l'expérience acquise par la Royal Navy et ses marins dans le Pacifique au XVIIIe siècle permet désormais d'entreprendre des voyages d'une telle ampleur. Le Beagle, donc, qui est le navire utilisé pour cette exploration, est un navire qui, s'il est toujours un navire d'abord de guerre militaire, est un navire qui désormais a été adapté, optimisé pour l'exploration de territoires dont on souhaite mieux connaître la cartographie et surtout les espèces présentes. D'ailleurs, il va être utilisé pour 3 voyages d'exploration. Et puis, un voyage comme celui de Darwin, euh, par les expériences menées, par les observations faites à bord, va jouer un rôle considérable dans la théorie de l'évolution qui va le rendre célèbre quelques années plus tard. Donc voilà, c'est un peu une illustration de l'aboutissement de ces voyages d'exploration qui ont été menés dans le Pacifique, pardon, au XVIIIe siècle.